Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur les nouveaux chemins. On peut prendre l'exemple d'un grand philosophe de l'innocence par rapport à des personnages innocents, c'est l'exemple d'Héraclite par rapport à Laurel et Hardy. Je crois que la grande rencontre, c'est Héraclite, Laurel et Hardy. Les nouveaux chemins vous accompagnent tous les jours à 10h en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, nous explorons un thème à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma et musique. Et à 10h50, tous les jours, vous retrouvez Géraldine Mosna-Savoie pour ces 2 minutes papillons qui vous donnent envie de lire de près l'actualité éditoriale philosophique. Héraclite est l'observateur désabusé de la nature humaine. Il vit vers la fin du VIe siècle avant notre ère, mais ce qu'il écrit aurait pu se trouver sous la plume de Schopenhauer ou même de Sioran. Son pessimisme est lucide et magnifique, ses phrases simples et implacables. La centaine de fragments qui nous restent peuvent être lus comme autant d'aphorismes d'une pensée bien complète, dans l'esprit du voyageur et son ombre de Nietzsche. Le sens de ces aphorismes semble changer à chaque lecture. On n'entre jamais 2 fois dans le même fleuve et on ne lit jamais 2 fois les mêmes phrases chez Héraclite. Bonjour Heinz Wiesmann. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, du programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines, et vous avez publié entre autres en 2011 avec Jean Bollack, Héraclite ou la séparation, aux éditions de Minuit. Héraclite savait que la vérité est noble et que l'image qui la révèle, c'est la tragédie. Il ne se contentait pas de définir la liberté, il la découvrait indéracinable, attisant la convoitise des tyrans, perdant son sang mais accroissant ses forces, au centre même du perpétuel. Sa vue d'aigle solaire, sa sensibilité particulière l'avaient persuadé, une fois pour toutes, que la seule certitude que nous possédions de la réalité du lendemain, c'est le pessimisme. Forme accomplie du secret où nous venons nous rafraîchir, prendre garde et dormir. Le devenir progresse conjointement à l'intérieur et tout autour de nous. Il n'est pas subordonné aux preuves de la nature, il s'ajoute à elle et agit sur elle. Sauve est l'occurrence des événements magiques susceptibles de se produire devant nos yeux. Il bouleverse en enrichissant un ordre trop souvent ingrat. La perception du fatal, la présence continue du risque et cette part de l'obscur comme une grande rame plongeant dans les eaux tiennent l'heure en haleine et nous maintiennent disponibles à sa hauteur. Héraclite est ce génie fier, stable et anxieux qui traverse les temps mobiles qu'il a formulés, affermis et aussitôt oubliés pour courir en avant d'eux, tandis qu'au passage il respire dans l'un ou l'autre de nous. C'est René Char qui met en avant ce pessimisme héroïque d'Héraclite pour faire face à ce qu'il appelle la perception du fatal. René Char qui lui a consacré un texte intitulé Héraclite d'Éphèse, tout simplement, dans Recherche de la base et du sommet. Et de même que le texte de Char est extrêmement précis et poétique, même si ici c'est de la prose et que c'est une espèce de prose qui conduit la poésie dans la forme mais aussi dans le fond. Les textes d'Héraclite, Heinz Wiesmann, sont aussi ce mélange entre un constat très lucide qu'on pourrait qualifier de philosophique et une espèce de portée poétique qui fait que le sens n'est jamais complètement fermé. Il faut partir, à mon avis, de l'impression de pessimisme qui se dégage de ces fragments, alors que si on les lit
les uns après les autres, eh bien, ce qu'on rencontre, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à du sarcasme. Il n'y a pas cette espèce de fascination pour l'inéluctable, la perception du fatal chez Char. Il y a une tradition très ancienne qui fait d'Héraclite quelqu'un qui pleure. Eh bien, quand on le lit, il n'y a pas de larmes. Ce qu'il y a, c'est un constat extraordinairement lucide concernant notre capacité de dire ce que nous croyons être vrai. Et Héraclite soutient, depuis la première phrase du recueil qu'on a, c'est l'exorde de son, on peut même pas dire livre, de son ensemble d'apophthegmes, dès la première phrase, il soutient que lorsque nous parlons, nous ne nous entendons pas dire ce que nous croyons dire. Au cœur même du langage, ce qu'il appelle le logos ou le discours, il y a comme une faille qui fait que nous sommes éternellement séparés de ce que nous voulons dire, nous visons comme représentation par exemple. Et donc, il y a une critique acerbe de toutes les spéculations qui l'ont précédé. Et d'ailleurs de toutes les spéculations qui vont suivre. Parce que dans la proposition spéculative, on prétend cibler quelque chose qu'on est capable de se représenter. Alors que le langage, qui est le véhicule de cette représentation spéculative, dit très souvent autre chose, et on ne l'entend pas, que ce qu'il prétend dire. Et c'est ça l'intervention, je dirais sarcastique ou désabusée. C'est ça, donc plutôt que de pessimisme, on pourrait parler de conscience tragique de l'existence. Ça, c'est beaucoup plus proche, parce que chaque fois, il y a comme un déchirement, quelque chose qui fait qu'alors que l'optimisme du savoir, c'est d'avoir accès à ce qui est, eh bien cet optimisme-là est évidemment désavoué par Héraclite, mais pas au nom d'un pessimisme qui, au XIXe siècle, prend cette allure héroïque chez Nietzsche, et c'est magnifique d'ailleurs. Simplement, je crois que c'est pas la tonalité véritable de ces textes, qui comportent un élément, je dirais aussi, analytique. Très souvent, ce sont des textes, d'ailleurs on va peut-être en citer quelques-uns, qui sont particulièrement loufoques. Parce que, si on parle du fragment où il soutient que les cochons s'amusent sur le fumier, alors en quoi cela relève de la philosophie? Il faut dire que dans la centaine de fragments ou d'aphorismes ou d'apophthegmes, c'est ça, pour reprendre le terme que vous avez employé, qui nous reste, donc à savoir est-ce que ce n'est qu'une partie de sa pensée ou le tout de sa pensée, nous avons une succession d'affirmations qui ont parfois une portée philosophique indéniable, qui évoquent la justice, le chemin, la mortalité, d'autres considérations qui semblent plus prosaïques concernant les médecins, concernant la peinture, concernant les porcs, vous l'avez dit, ou les cochons selon la traduction, et parfois quelque chose de beaucoup plus ludique. Nous avons toutes les tonalités sur une phrase, deux maximum en réalité. Et c'est pour ça qu'on peut lire ce texte comme une forme de poésie philosophique. Absolument. C'est-à-dire, c'est ça qui rapproche d'ailleurs Héraclite de la pratique de l'écriture qu'on a chez Nietzsche, parce que c'est aussi le refus de la totalisation optimiste ou parfois un peu bébête. La rupture est d'emblée inscrite dans le premier mot d'une phrase qu'on prononce, puisque le mot, ce qu'il doit dire, n'est peut-être pas ce qu'il dit, et l'autre qui écoute la même phrase l'entend autrement. Il y a plein d'exemples où Héraclite fait de l'étymologie. Il y a ce fragment célèbre sur l'arc, dont il dit que son œuvre est mort et son nom est vie. Parce que, en grec archaïque, l'arc se dit bios, avec un accent qui n'est pas le même accent que sur bios qui veut dire vie. Mais il joue sur cette espèce d'homophonie pour dire que quand je dis l'arc, et j'utilise le mot bios, moi je veux dire arc, donc un outil de mort. Mais quelqu'un qui m'entend parler peut parfaitement entendre vie. Et donc il y a une espèce de rupture à l'intérieur même de l'énoncé. Et c'est ça, je dirais, le conflit entre le dire et le dit. Dans un langage plus contemporain, on dirait entre le signifiant et le signifié. C'est cela, la chose que Héraclite pointe à tous les niveaux du discours tenu par les humains.
politique, médicale, culturelle, avec Homère, Hésiode, etc. Pourquoi qu'est-ce qu'il reproche à Homère? Parce qu'il ne manque pas de mots durs envers Homère dans ses parce qu'Homère, c'est la Bible de l'époque, et donc on pense trouver dans l'Homère, c'est pour ça qu'il est rituellement récité pendant les grandes fêtes religieuses, on pense trouver dans Homère la clé de ce qui est, de ce qui nous entoure. Il est le grand sage, et ses textes sont dans les textes canoniques, comme ça a été la Bible pendant des siècles. Eh bien, Héraclite intervient dans cette fonction qu'on a attribuée au texte homérique de nous dire ce qu'il en est de ce qui est. Et Héraclite dit, mais c'est une prétention qui est absolument incompatible avec le fonctionnement du langage, qu'il appelle logos, puisque le langage se contredit. Et c'est cette contradiction qu'il met en scène. Il écrit au paragraphe 56, enfin paragraphe, aphorisme 56, « Ils sont joués les hommes dans leur effort pour connaître les choses visibles. » Presque comme Homère, le plus fort de tous les Grecs, car c'est bien à lui que les enfants qui tuaient des poux disaient, le jouant, « Tout ce que nous avons vu et attrapé, cela nous le laissons, ce que nous n'avons ni pris, cela nous l'emportons. » On trouve toujours ce jeu entre deux extrêmes chez Héraclite qui l'oppose comme pour mieux les annuler en réalité. Voilà. Ou pour il s'annule les extrêmes, mais en même temps, il impose une structure qui est d'ailleurs pas le devenir. Alors c'est là où vous vous distinguez du reste des interprétations d'Héraclite. Hein. Ça, vous n'en faites pas le penseur du devenir. C'est la Vulgate prête à Héraclite une métaphysique du devenir, pour l'opposer à une métaphysique de la stabilité. Alors là où Thalès dit tout est eau, ou Anaximène tout est air, Héraclite aurait dit tout est feu. Or, la grande différence entre l'eau, l'air et le feu, c'est que le feu n'est jamais auprès de lui, à la différence de l'eau et de l'air, qui peuvent se rassembler dans une espèce d'ensemble homogène. Le feu, pour brûler, cingle vers l'ailleurs. Et ce qui permet que le feu brûle, eh bien, c'est ce qu'il va réduire en cendres. Et donc, la contradiction du logos, qu'il appelle feu, s'inscrit dans la métaphore. Le logos, c'est le feu pour lui. La raison, c'est le feu. Il appelle le logos feu. C'est pour ça que les stoïciens, qui refont une espèce de cosmologie à l'ancienne, ont fait de ce feu l'équivalent de ce que les autres appellent eau ou air. C'est-à-dire le feu, à la fin des temps, est rassemblé dans une sorte de boule, un embrasement final. Mais imaginez une fois le feu sans ce qu'il brûle. Dans ce cas, il ne brûle plus. Et donc, il y a des fragments d'Héraclite qui sont magnifiques, où il montre que si le feu a de quoi se nourrir, eh bien, il a faim. Et cette faim, c'est sa vie. Alors que dans une autre vision du feu, plus traditionnelle, stoïcienne, eh bien, quand le feu a faim, il est éloigné de lui-même, il s'échappe à lui-même, il doit revenir à lui-même pour être dans la satiété, de la plénitude, qui est donc connotée positivement. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que le feu s'éteint lorsqu'il est repu. Mais oui. Il meurt lorsqu'il a bien mangé. Il y a un mot koros en grec qui désigne la réplétion. Et c'est négatif. C'est-à-dire quand on est replet, quand on n'a plus faim, eh bien, on flambe plus, puisqu'on a tout bouffé. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un fragment où il dit que les meilleurs choisissent l'un pour cingler vers le haut, tandis que la foule gît replète comme du bétail. Et donc cette espèce d'aristocratisme à l'égard de ces... Ils prennent une chose contre toutes, les meilleurs, voilà. Gloire toujours jaillissante des mortels, la masse des hommes est repue comme les bêtes. Exactement. Toujours jaillissante, ça c'est le feu. Et donc l'un en question, ce n'est pas la totalité, comme on a voulu très souvent le comprendre, puisque jusqu'à Heidegger, on soutient qu'Héraclite est un penseur de l'un, du tout un. Eh ben, comme chez Parménide, dont on parlait lundi dernier. Parménide refait après Héraclite, à partir d'ailleurs du langage. Ça aussi, il faut comprendre que là où les autres ont une représentation immédiate, O, R, etc., Parménide tient compte de l'objection linguistique d'Héraclite, et il commence sa réflexion par le verbe « est ». Il dit alors, quand on dit « est »,
qu'est-ce qu'il faut entendre? Là, il est héraclitéen. Il tient compte de l'objection. Et très, très habilement, il dit, mais quand je dis « et », je ne peux pas m'empêcher de penser que le sujet de cette affirmation « et », c'est le participe du verbe « être ». Là, je suis imparable. Je ne peux pas être entraîné dans l'opposition héraclitéenne entre le dire et le dit, puisque le participe du verbe être et le verbe être, eh ben, c'est la même chose. Et c'est à partir de ce qu'il appelle le on, le participe du verbe esti, qu'il crée l'ontologie. Et ça, c'est une réflexion spéculative des cosmologies premières. Sauf que maintenant, c'est la sphère de l'être qui se constitue, ce n'est plus la sphère de l'eau ou la sphère de l'air. Eh bien, pour moi, Parménide et sa démarche, qui part du langage, eh bien, prouve que l'objection héraclitéenne portait sur le fonctionnement du langage. Ne soyez pas naïfs, vous pensez savoir ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites, parce que le discours ou le logos vous joue des tours. Et d'où le côté un peu sarcastique, parfois grinçant. Dans la tradition ancienne, on disait que Héraclite croissait comme un corbeau. Et là, ça, c'est pas l'élévation héroïque du pessimisme qu'on a voulu lui prêter. C'est quelque chose d'autre. C'est une immense subtilité tragique, d'accord, mais assumée dans un geste qui ne valorise pas du tout le pathos. Il n'y a pas de pathos héraclitéen. Alors, allumons le feu avant d'écouter le premier des aphorismes d'Héraclite, difficile sans doute à entendre, mais c'est le propos même d'Héraclite, et vous allez nous l'expliquer juste ensuite, Hans Wiesmann. And who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Or, du discours qui est celui-là, les hommes vivent toujours loin, par l'intelligence, avant d'écouter, comme après qu'ils l'ont écouté une première fois. Car toute chose vit suivant le discours qui est celui-là, si bien qu'on les voit, dans l'apparence, ignorer ce qu'ils pratiquent, disent et actent, tels ceux que moi-même je développe jusqu'au bout, divisant chacun selon la nature qu'il a et montrant comment il est fait. Les autres hommes ignorent tout ce qu'ils font dans l'éveil et tout ce qu'ils oublient dans le sommeil. On retrouve tout au long des aphorismes cette opposition entre l'éveil et le sommeil, et on ne sait jamais de quel côté il se situe, puisque bien souvent, on l'a dit, il essaye de réconcilier les extrêmes ou de montrer peut-être qu'ils sont, finalement, qu'ils ne s'opposent pas, qu'ils sont sur le même niveau, qui est celui des extrêmes précisément. Avant d'en venir à une explication de texte précise et lumineuse, Hans Wiesmann, comment expliquer que le premier fragment commence par ce mot « or », c'est-à-dire « or », comme si il y avait quelque chose avant. Or, c'est le premier des aphorismes. Donc, de deux choses l'une. Soit il y a un texte qui précède qu'on a perdu, soit c'est délibéré de la part d'Héraclite. C'est une figure rhétorique qu'on trouve d'ailleurs chez d'autres, chez Parménide, mais on la trouve surtout chez Pindare, dans les hymnes. Ça consiste à suggérer à celui qui écoute qu'on s'adresse à ce qui a été dit, et donc il faut reconstruire le sens à partir du sens qu'on oppose. C'est une manière d'impliquer celui à qui on s'adresse. On lui prétend quelque chose qu'il n'a pas dit, mais qui, à travers ce qu'on va opposer, lui apparaîtra comme pouvant être dit. C'est extraordinaire comme, je veux dire, suggestion verbale par un seul petit mot. Parce qu'en grec, c'est « de ». Et le « de » s'oppose à un « men ». Le « men », ce serait quelque chose qui a été dit ou aurait pu être dit. C'est une manière d'attirer l'attention d'emblée. Or, comme si on prenait la pensée en cours de route. Oui, on implique, c'est pas un texte d'Héraclite qui précède. C'est ce que Héraclite prête à ceux qui vont l'écouter et dont il pense que ce qu'ils auraient dit
ou auraient pu dire, eh bien, ce serait en contradiction avec ce qu'il leur oppose. Comme un hors-champ ou une référence intertextuelle Voilà. silencieuse. Et donc, c'est pour ça que les textes héraclitéens ont une allure d'intervention. Ce sont des textes qui interviennent dans quelque chose qui a déjà été dit. Et dans le commentaire qu'on a fait avec Bollock, très souvent on montre qu'un fragment d'Héraclite redit une chose qui a déjà été dite, notamment des proverbes. Alors l'extraordinaire platitude apparente de certaines reprises de proverbes, eh bien, cesse d'être plate si on voit que dans la reprise d'un proverbe, Héraclite fait affleurer, par un jeu de mots en général, un sens insoupçonné par ceux qui vivent selon le proverbe. D'où le de. Or, il y a autre chose à entendre que ce qu'on entend. Si on suit la phrase, or, du discours qui est celui-là, et là c'est votre traduction du terme logos, vous ne traduisez pas par raison, raison universelle, c'est du discours qui est celui-là, les hommes vivent toujours loin par l'intelligence, avant d'écouter, comme après qu'ils l'ont écouté une première fois. Oui. Vous affirmez, votre traduction incite sur l'affirmation initiale d'Héraclite, c'est-à-dire que l'homme est comme séparé de ce qu'il dit. Oui. Et donc, Aristote, c'est quand même rarissime. Aristote cite cette première phrase dans sa rhétorique, et il dit que le sens de cette phrase dépend de la manière dont on la ponctue. Parce que le petit mot aei, qui veut dire toujours, peut être rattaché soit à ce qui précède, soit à ce qui suit. Alors, quand on le rattache à ce qui précède, ça donne du discours, ou de ce discours qui est toujours. Du coup, ce n'est pas le discours d'Héraclite, c'est la raison universelle. Et la plupart des interprètes, depuis toujours, considèrent que logos désigne la raison universelle. Mais parce que la ponctuation, c'est un choix, à rattacher le toujours au génitif éontos, qui veut dire qui est toujours. Alors, le discours d'un Héraclite, un sujet, ne peut pas être toujours. Et du coup, pour que ce soit maintenant le discours d'Héraclite, on rattache le toujours au mot suivant. Et dans ce cas, ça donne de ce discours qui est celui-ci. D'accord, c'est pas le discours en général, c'est ce discours-ci. C'est le discours-là. Et une fois qu'on a, c'est comme une puce à l'oreille. On se dit, si c'est ça, eh bien, Héraclite n'est pas, comme les autres philosophes, en train de se faire le porte-parole d'une raison universelle. Et comme c'est son propre discours, et d'une certaine manière le fonctionnement même de la parole qu'il questionne, il peut dire cette chose abracadabrante. Bon, abracadabrante. Je ne veux pas le dire comme Chirac. Nous sommes séparés du langage. La tentation était grande. Comment peut-il dire, avec un air de reproche, que les hommes sont éloignés de ce discours avant de l'avoir entendu, comme après? Eh bien, c'est parce qu'ils le sont toujours. Structurellement, le langage a une manière de dissocier ce qu'il désigne comme la chose qu'il s'agit de se représenter, le signifier, et l'outil qui est donc la parole telle qu'elle s'énonce, avec donc son homophonie possible, eh bien, cette opposition-là, eh bien, peu importe que les hommes aient écouté ou pas écouté, ça vaudra toujours. Et c'est pour ça qu'il poursuit en disant, quant à moi, je vais séparer les choses selon leur nature. Ça ne veut pas dire qu'il va procéder à une sorte d'interprétation cosmologique du monde. Il dit, chaque fois qu'on pratique quelque chose qui a un sens, par exemple, on fait, ça peut être même un rituel de sacrifice. Il en parle d'ailleurs. Eh bien, c'est un acte comme un acte de parole, puisqu'il s'agit de signifier quelque chose. Quand on se lave d'un meurtre en s'aspergeant du sang d'un bœuf. Héraclite dit oui, mais il ne voit pas. Il pense qu'il se nettoie avec le sang du bœuf, du sang qu'ils ont versé. Mais il ne voit pas qu'il ressemble à des gens qui entrent dans un marais pour se nettoyer de la boue.
Il dit « Je pose donc deux genres de sacrifices, d'une part ceux des hommes entièrement purifiés, tels que rarement un homme singulier les accomplit, ou quelques hommes que l'on compte, d'autre part ceux qui restent dans la matière. Ouais. » Et plus loin, il dit « Voilà, ceux qui sacrifient leurs victimes pensent se nettoyer avec le sang de leurs victimes. » Voilà, exactement. Et là, ils oublient, parce qu'ils sont tellement, je dirais, obnubilés par le sens qu'ils donnent au fait que l'eau coule sur leur corps, comme de l'eau par exemple. Ils sont tellement obnubilés par ça qu'ils ne voient pas qu'ils se souillent une deuxième fois. Puisqu'ils ont versé, ils ont du sang sur les mains, et maintenant, pour se laver, ils mettent du sang dessus. Eh bien, toutes les opérations d'Héraclite, c'est ça la séparation dont il parle, les choses selon leur nature, c'est toute chose comporte un aspect représentable et un autre versant qui ne l'est pas, et qui échappe à l'écoute, et pas à l'entendement en général. Et chaque fois qu'un discours particulier est tenu, eh bien, nous sommes tous tendus vers ce qu'il veut dire. C'est-à-dire celui qui parle et celui qui écoute sont tellement obnubilés par ce qui est visé dans le discours qu'ils n'entendent pas que le langage leur joue des tours. C'est comme si l'homme héraclitéen était une espèce de bulle séparée du monde qui n'avait accès à ce monde que par les sens et qui pourtant essayait toujours de dépasser ses sens pour en connaître l'essence même. Et c'est là où il se trompait. Il y a beaucoup de réflexions sur la perception, Voilà. la vue. Il dit le lien qu'on ne voit pas est plus fort que celui qu'on voit. Et on ne sait pas là si d'ailleurs il dénonce cette tentation de toujours voir au-delà de ce qu'on voit ou si au contraire il la valide. Exactement. C'est-à-dire c'est une dénonciation, mais générale, d'une illusion spéculative qui accompagne tous nos propos. On a toujours l'impression, quand on parle, de parler de quelque chose, et on n'entend pas nécessairement la parole qui nous sert à dire ce qu'on veut dire. Et Héraclite, c'est une espèce de attention décalée. Et donc chaque fois, c'est une opposition qu'il appelle logos, une opposition qui se bloque et qui fait que, au contraire, c'est pas du devenir qui se bloque, quel que soit le domaine dans lequel il intervient. Et donc le chemin vers le haut, le chemin vers le bas, c'est le même. Pourquoi? Parce que quand je chemine vers le haut, je fabrique du bas. C'est ça. Donc le type qui chemine vers le haut pense cheminer vers le haut, il oublie complètement que lorsqu'il chemine vers le haut, il fabrique littéralement, ou laisse derrière lui, le chemin vers le bas. Et donc cette coïncidence des contraires, qui s'arrête dans un geste qui est essentiellement celui du logos, de la parole, mais il le retrouve par ailleurs, je sais pas, dans des métaphores qu'il peut emprunter à n'importe quoi, à des phénomènes naturels. Chaque fois, ce principe du logos, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la séparation, la mise en place d'une opposition insurmontable, eh bien, ça peut s'opérer dans n'importe quel ordre du réel. Et c'est pour ça qu'il dit dans ce premier fragment qu'il va séparer les choses selon leur nature. Les deux que voici, l'homme qui rit, celui d'Abdère, Démocrite, et l'homme qui pleure, celui d'Éphèse, Héraclite. Des deux, je veux faire un seul lot pour la vente. Descendez tous les deux au milieu du public. Zeus, quel contraste! L'un ne cesse de rire, l'autre a l'air d'être en deuil de quelqu'un. Il ne fait que pleurer. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu le demandes? C'est que tout me semble risible. Vous-même autant que ce que vous faites. Comment cela? Tu te moques de nous tous et tiens pour rien ce que nous faisons? Exactement. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et tout n'est que vide, mouvement d'atomes, infini. Et toi, pourquoi pleures-tu, mon brave? Car je crois bien préférable de causer avec toi. C'est que, selon moi, étranger, les choses humaines sont affligeantes et pitoyables. Et il n'y a rien en elles qui échappe à la mort. Voilà pourquoi j'ai pitié des hommes et me lamente sur eux. Le présent me paraît peu de choses, mais l'avenir, complètement sombre. J'y vois l'embrasement et la fin tragique de l'univers. Je pleure aussi de voir que rien n'est stable, que tout se mélange en une espèce de bouillie, et que tout revient au même agrément et désagrément, connaissance et ignorance, grand et petit, haut et bas. C'est une ronde, un chassé-croisé dans le jeu de l'éternité.
Qu'est-ce que l'éternité? Un enfant qui s'amuse, il joue avec les pions, les écarte, les rapproche. Et les hommes, qui sont-ils? Des dieux mortels. Et les dieux? Des hommes immortels. Rien de ce que tu dis n'est clair. C'est que je ne me soucie pas du tout de vous. Bah, alors personne de sensé ne t'achètera. Encore des invendus qui nous restent sur les bras. Dans l'eau du temps qui coule à petit bruit, dans l'air du temps qui souffle à petit vent, dans l'eau du temps qui parle à petits mots, et sourdement touche l'herbe et le sable, dans l'eau du temps qui traverse les mares, usant au front le rêve des statues, dans l'eau du temps qui muse au lourd jardin, le vent du temps qui fuse au lourd feuillage, dans l'air du temps qui ruse aux quatre vents et qui jamais ne pose son envol. L'eau du temps que chante Jeanne Moreau, c'est celle d'Héraclite, le présocratique, qui nous accompagne aujourd'hui pour le 3e temps de cette série d'émissions consacrées au présocratique. Parménide lundi, Anaxagore hier, Empédocle demain, et donc Héraclite aujourd'hui en compagnie d'Heinz Wiesmann, directeur d'études à l'EHESS du programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines, et qui a publié avec Jean Bollac un livre intitulé Héraclite ou la séparation aux éditions de Minuit. Sans heure et sans visage, j'aurais vécu à profonde saveur, cherchant un peu de terre sous mes pieds. J'aurais vécu à profonde gorgée, j'aurais vécu à profonde gorgée, buvant le temps, buvant tout l'air du temps, et tout le vin qui coule dans le temps, et tout le vin qui coule dans le temps. Si vous prenez vos distances, Heinz Wiesmann, avec une interprétation ontologique des textes d'Héraclite, comment est-ce que vous interprétez ce fameux, célèbre fragment « On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve », si ce n'est comme le constat d'un devenir qui sans cesse nous échappe? Non, c'est le contraire. Sans la pression des deux rives, il n'y aurait pas de fleuve qui coule. C'est-à-dire, c'est l'opposition des rives qui fait qu'il y a une dynamique. On a la même chose avec l'arc, qui est structurellement pareil. S'il n'y avait pas la corde qui recourbe les deux bouts du bois, il n'y aurait pas l'énergie qui lance la flèche. Ce que Héraclite veut dire, c'est que ce qui nous apparaît comme la succession d'instants du devenir est le résultat d'une pression immobile de contraires. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'imaginer que les contraires basculent l'un dans l'autre et deviennent le devenir. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on entendait dans la pièce de théâtre qui a précédé la chanson. C'était un extrait de la pièce de Lucien de Samosate d'ailleurs, qui mettait en scène Démocrite, l'homme qui rit, et Héraclite, l'homme qui pleure. Ce qui est d'ailleurs contestable. Quand on vous entend, on voit bien que finalement Héraclite aurait pu être l'homme qui rit. Et qui donc le faisait dire à Héraclite, mais oui, tous les contraires se valent, tout revient au même, et c'est une espèce de ronde dans le jeu de l'éternité. Ça, c'est un contresens, selon vous. Contresens. Parce que imaginez maintenant que les deux rives s'écartent. C'est-à-dire il n'y a plus l'opposition. Le fleuve devient une flaque. Alors imaginez un arc qui ne serait pas tendu, dont les deux bouts ne seraient pas retenus par la corde. Vous pouvez toujours essayer de lancer une flèche avec cela. L'idée d'Héraclite, c'est que toute la dynamique du changement que nous observons est en réalité le résultat d'une tension immobile des contraires. D'où l'idée, le chemin vers le haut, le chemin vers le bas, c'est le même. C'est-à-dire, moi, je peux toujours cheminer. Mais quand je vais vers le haut, je produis du vers le bas. Tous les fragments qu'on a servent à dire que les contraires s'installent d'une manière, je dirais, universelle, comme une forme de chiffre qui nous présente la façon dont nous avons accès, ou plutôt pas vraiment accès, au réel. Le fragment le plus drôle, c'est
le soleil est de la grandeur de mon pied. Comment peut-on dire que c'est de la philosophie pessimiste ou que sais-je? Non, Héraclite a quitté la ville. Il était d'extraction noble, il aurait pu avoir une carrière politique. Il est parti s'installer au temple d'Artémis, en dehors de la ville, pour bien montrer que la séparation était le seul geste qui permettait à quelqu'un qui voulait le suivre de l'atteindre. Puisqu'il se séparait lui-même de la ville, comme dans le langage, il sépare ce que le langage semble dire de ce qu'il dit en réalité. Eh bien, pourquoi cette histoire du pied et la grandeur du soleil? Eh bien, dans toute proposition spéculative, la grandeur du soleil n'est pas celle qu'on voit, mais celle que spéculativement, c'est 3 fois ce qu'on voit, ou 100 fois ce qu'on voit, etc. Et Héraclite se couche, parce qu'on dit toujours qu'il est couché, même sur du fumier. Ben, il lève son pied et il montre à ses acolytes que son pied lui cache le soleil. Donc, quelle est la valeur d'une affirmation spéculative selon laquelle le soleil est autre que celle qu'on le voit? Eh bien, le soleil a exactement la taille de ce qui fait qu'on ne le voit pas. Et le pied, en le cachant, ben, c'est évidemment de la dérision. Et on est de nouveau très très loin d'Héraclite qui pleure. C'est quelqu'un qui, moi je dis plutôt que c'est du sarcasme. Il montre que toutes les spéculations sur la taille du soleil mettent en œuvre en réalité un geste structurant qui est le geste de la négation. Au fond, c'est une conception du langage qui est celle des sophistes, qui pensent que le langage ne peut jamais atteindre la réalité. Mais les sophistes sont les héritiers, mais ils se réclament d'Héraclite. Pourquoi on donne à Héraclite quelque chose qui le couperait entièrement des sophistes, qui eux disait qu'il ne faisait que continuer Héraclite comme Démocrite, l'atomiste, avec donc cette idée d'un nombre illimité d'atomes dans un vide infini, où on a de nouveau l'opposition entre le plein et le vide qui joue comme l'opposition héraclitéenne. Démocrite, c'est Héraclite redivivus, c'est la fameuse phrase « les cochons s'amusent sur le fumier ». Alors il faut entendre « mais les cochons s'amusent sur le fumier ». Le simple déplacement fait que ça n'a pas le sens qu'on prête à la phrase. Quand on dit à son fils qui se barbouille en mangeant « mais c'est les cochons qui s'amusent sur le ». Et le fils pourrait répliquer, mais c'est les cochons s'amusent sur le... Et pour souligner ce déplacement, mais c'est pour l'écoute, eh bien Démocrite reprend le même fragment. On l'a chez Démocrite, il remplace le mot « il s'amuse » par un verbe qui veut dire « ils font le fou ». Ils font les fous, c'est-à-dire pour accentuer encore l'amusement. Et du coup, quand on lit la phrase de Démocrite, on entend... Mais, les porcs s'amusent vraiment sur le fût, parce qu'ils font les fous. C'est ce petit jeu à l'intérieur de la production langagière qui fait que c'est, d'une certaine manière, pas très éloigné de ce que la psychanalyse met à jour. Et d'ailleurs, la récurrence de l'opposition entre la veille et le sommeil va dans votre sens. Exactement. L'homme éveillé n'est pas celui qui veille. Hein, exactement. Ce et donc, que fait la psychanalyse quand elle analyse un lapsus, quand elle écoute à côté? Et alors, plutôt que de prêter attention à ce que le type veut dire, on se demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire effectivement? Et ce qu'il dit effectivement, très souvent, lui échappe. C'est là où on voit qu'il n'est pas du tout dans une forme de relativisme, comme pourrait le laisser entendre l'opposition des contraires qu'on met à plat. Peut-être plutôt dans un scepticisme, au contraire, c'est-à-dire la lucidité quant à l'impossibilité de connaître les choses telles qu'elles sont, ce qui n'implique pas le refus de toute forme de parole, au contraire. Absolument. Et pourquoi il prononce toutes ces phrases s'il ne s'attend pas à ce que quelqu'un, quand même, puisse le rejoindre? Seulement, pour le rejoindre, il faut se séparer du mainstream, il faut se séparer de l'opinion commune, il faut quitter la cité. Et c'est pour ça qu'on a des textes où il dit, les Éphésiens, il vaudrait mieux les pendre tous. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en communauté avec l'opinion publique, comme on dirait aujourd'hui. Héraclite s'inscrit en faux contre l'opinion publique qui est toujours faite de phrases qu'on appelle de nos jours éléments de langage. Eh bien, lui détruit tous les éléments de langage de manière socio-critique ou psychanalytique. On pourrait parfaitement considérer que c'est le même rapport, je dirais, soupçonneux
à l'égard des performances que le langage nous permet de mettre en avant. Mais pas que l'opinion publique aussi. Là, il y a une dimension politique, la justice elle-même. Dans sa conception de la justice, oui. Il est complètement pascalien. Hein, Pascal qui dit que c'est la force qui fait la justice, qu'au fond, lorsqu'on se rend compte que les lois sont absolument arbitraires, cela n'y change rien, puisque elles sont basées sur la force. Ce qu'il dit de la justice, il n'aurait pas lié le nom de justice si ces choses-là n'étaient pas. C'est une manière de pointer le caractère contingent de la justice et donc des lois humaines. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'énoncé de ce qu'il dit, quand on veut être juste, il y a des verdicts. Or, le verdict lui-même, il est déjà dans une sorte de contradiction, mais au niveau de son énoncé, avec lui-même. Et c'est donc une illusion de pouvoir assigner la justice là où on prétend pouvoir se la représenter. C'est-à-dire, dans le verdict, dans l'énoncé, on pointe une réalité on pourrait dire qu'on hypostasie comme étant la réalité du crime, de la punition, etc. Mais avec une analyse du langage qui est utilisée dans un tribunal, on est soudain incité à se demander si ce qu'on prétend être juste et vrai n'est pas tout simplement la partie visible de quelque chose qu'on se cache. Je n'hésite pas à dire qu'il y a une forme de refoulement dans notre pratique du langage. Ça paraît être un peu anachronique, mais quand on lit Héraclite, on ne peut pas s'empêcher. Il pointe, par exemple, je ne veux pas me faire mon lacanien là, mais c'est comme si à un certain moment, il intervenait dans le langage pour dire, mais là, tu as dit quelque chose que tu n'as pas entendu. Ce que tu veux dire, est destiné à cacher ce que tu dis en réalité. Toutes les interventions d'Héraclite dans cette structure-là, d'où leur valeur intemporelle, parce qu'elles sont absolument paradigmatiques et n'ont rien à voir avec une métaphysique quelconque, avec une volonté de dire la nature des choses, leur essence, comme un devenir inexorable, avec tout ce que ça entraîne comme attitude, plus parfois défaitiste, en pleurs, tantôt héroïque, parce qu'on assume, ça c'est Nietzsche. Non, ça n'a rien à voir avec une métaphysique. C'est plutôt très proche de la pratique des sophistes, qui, eux, considèrent que le langage permet de produire du réel. Ce qui signifie que derrière l'un, UN, qui serait comme le principe premier, on l'a vu chez Parménide, il faut entendre non pas, disons, un 1 qui serait celui de la totalité, de la totalisation même du réel, mais au contraire, le 1 de l'unicité, de la singularité. Exactement. Chaque fois que quand même renverse la lecture traditionnelle. Mais oui, et donc c'est terrible parce que c'est vraiment d'Héraclite dénonce quelque chose que ceux qui les ont lus pendant des siècles pratiquent. Et donc c'est une sorte de trahison absolue, mais elle est induite par le fait que Héraclite répète ce que les gens disent en déplaçant l'accent, en jouant sur les mots pour montrer la contradiction dans l'addiction. Ceux qui lisent ça reprennent ce que Héraclite dénonce et le lui prête. Ça a quelque chose de à la fois tragique et de comique. Parce que Héraclite, en réalité, dans la mesure où il n'a pas de vérité à lui, puisqu'il dit que toute spéculation est d'une certaine manière condamnée par le fait que le langage lui joue le tour qu'on a décrit là. Il ne va pas se mettre maintenant à dire « je connais la totalité du réel, je vais vous dire ce que c'est », etc. Non, il ne peut pas. Mais celui qui le lit dans la tradition qui est née très très tôt, mais que les stoïciens ont en réalité cimenté. C'est ça, c'est la lecture stoïcienne. C'est la lecture stoïcienne pour laquelle le logos, c'est le cosmos, c'est la loi du tout, et le feu, c'est dans l'embrasement final, le retour de l'un à lui-même. Et pour Héraclite, ce retour totalisant à soi est impossible. Nous sommes fêlés, nous sommes séparés de nous-mêmes, nous sommes dans le langage irrémédiablement réduits à constater qu'on ne peut pas recoller le réel de manière à ce qu'il devienne une représentation homogène, parfaitement rassurante. D'où les fragments. D'où les fragments, qui sont eux-mêmes la trace de ce geste. Oui.
Go on, get your thing together, brother. You got it together. Well, I'm gonna love you. I said, hey. Maybe I will, maybe I won't. The time is near, the time is like a river. It keeps on rolling, it keeps on rolling along. I've seen people come and go. Some had to leave, some have to know. But just like a river, they keep on rolling on. Yeah. I said they keep on rolling, 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 keep on rolling. Un grand merci à vous, Heinz Wiesmann, d'être venu nous parler d'Héraclite aujourd'hui. C'est quand même assez impressionnant en vous écoutant de se dire qu'il y a eu des siècles et des siècles de contresens sur Héraclite. Alors je sais pas, peut-être certains auditeurs penseront que les autres avaient raison. La discussion est ouverte, on vous fera suivre les messages. Voilà, chacun pourra en faire son miel. Mais la puissance de ce qu'on appelle la tradition ne se dément jamais. Et Héraclite serait le premier à le souligner en disant ça renaît toujours. Et son intervention, désabusée, sarcastique, doit éternellement être recommencée. Alors j'invite les auditeurs à lire votre traduction et le commentaire que vous en proposez avec Jean Bollack, Héraclite ou la séparation, un livre disponible aux éditions de Minuit. Some have to know, but just like a river, they keep on rolling on. So they keep on rolling, 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 baby. You can look back if you wanna, but don't just keep on rolling, keep it rolling, baby. Yeah, yeah, keep on rolling, keep on rolling, keep on rolling, keep it rolling, Keep on rolling, time is like a river, c'est le groupe Love qui le chante. Et oui, nous continuons à rouler progressivement, doucement, telle une boule qui nous conduit délicatement vers l'heure à laquelle nous retrouvons comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pour vos 2 minutes papillons comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre ou plutôt peut-être une revue aujourd'hui. Là, c'est une revue, Ouais. c'est le premier numéro de la revue Sensibilité. C'est une revue d'histoire, critique et sciences sociales. Anatomie du charisme, c'est disponible aux éditions Anna Mosa. I have joined the political arena so that the powerful can no longer beat up on people who cannot defend themselves. Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it. Nous appellerons charisme la qualité extraordinaire d'un personnage qui est pour ainsi dire doué de force ou de caractère surnaturel ou surhumain, ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessible au commun des mortels. C'est dans Économie et Société que l'on trouve ces mots de Max Weber avec lesquels il accomplit le geste fou de faire d'une caractéristique religieuse la marque des leaders politiques. Et oui, avec lui le charisme, cette qualité que l'on a vu ressurgir pour tenter de cerner la popularité de Donald Trump, dont on a entendu la voix, est devenue une des explications du processus de domination ou du moins de désignation d'un chef politique. Mais alors, comment comprendre que la politique agisse elle aussi comme la religion, c'est-à-dire avec des procédés magiques et avec l'appui de la croyance? Comment comprendre en fait que Max Weber ait fait du charisme l'explication de la domination, c'est-à-dire une explication qui n'a pas de cause propre à la personne qu'elle caractérise, une cause physique ou intellectuelle, mais une cause qui opère à la manière d'un sentiment qui circule
circulent et dont on ne connaît pas l'origine. Pour un premier numéro d'une revue nommée Sensibilité, grande et une belle revue graphique d'histoire, de critique et de sciences sociales, l'idée de traiter le charisme tombe à pic, car il s'agit bien de décortiquer le charisme, d'élucider son mécanisme, d'en faire l'anatomie à partir d'articles de recherche, d'enquêtes, d'expérimentation ou encore des moments plus enlevés avec par exemple une recette pour devenir charismatique. Et surtout avec l'idée, certes, de prendre acte de la domination politique à laquelle on croit même sans raison, c'est d'ailleurs déjà ce que disait Pascal sur la condition des grands, mais aussi avec cette volonté de révéler comment le social opère à la manière du charme, s'incorpore tout à coup concrètement en une personne. C'est un bon sujet, le charisme. Et donc la revue s'appelle... Alors ça s'appelle Sensibilité et ça porte sur le charisme, anatomie du charisme, et c'est paru aux éditions Anna Mosa. Eh bien, merci et bienvenue, bonne naissance à cette revue. Merci Géraldine et merci à tous. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin. Merci à l'équipe des Nouveaux Chemins, Antoine Ravon qui a préparé cette émission, Pierre Brossard, Ariane Mintz, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr, Nicolas Berger à la réalisation, Dauphard Guéride à la prise de son. On se retrouve demain, enfin non, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie, c'est vous Géraldine qui présenterez l'émission de demain sur Empédocle. Quelle chance. Et vous recevrez Anne-Laure Terme. Chanceux sont les auditeurs de vous retrouver demain sur France Culture.